de l'eau, de l'alcalinisation, de la végétalisation, du lait, en diminuant les protéines et le sel. Sur ce, on appelle le docteur l'urologue pour nous parler d'un autre sujet. On te remercie énormément, Trolonge. À très bientôt. Merci à vous. Merci. Au revoir. On appelle docteur Guerabi, donc chirurgien urologue libéral, qui va nous parler du traitement urologique de la lithiase urinaire. Alors, merci docteur Sabri, un grand merci à mes amis du club des jeunes néphrologues algériens. Je vous remercie pour l'invitation. Je suis ravi d'être là aujourd'hui avec vous. J'apprécie particulièrement le format multidisciplinaire pour traiter la question entre néphrologues, urologues, radiologues et médecins généralistes. C'est une approche innovante et tout à fait intéressante. Donc la question d'aujourd'hui que je vais essayer de vous présenter, ça sera au sujet de la prise en charge urologique de la lithiase urinaire. Donc, à ce propos, en introduction, et comme vous le savez très bien, la fréquence ou bien l'incidence de la lithiase urinaire dans le monde s'étend de 5 à 10%. On retrouve aussi la notion de stone belt, qui est la ceinture de la lithiase sur cette cartographie mondiale. Donc c'est une région dans laquelle notre pays est inclus et où l'incidence est plus élevée que les pays dits industrialisés ou développés. Donc la caractéristique principale à souligner pour ce qui est de la maladie lithiasique, c'est le caractère récidivant. Donc en effet, on a un calcul, il faut le traiter, mais il faut aussi penser au risque de récidive. Donc la littérature a traité cette question et ce risque est estimé à 50%, donc c'est énorme. On estime que ce risque de récidive, il est de 50% à 5 ans. D'où l'intérêt d'une prise en charge multidisciplinaire pour éviter ce risque de récidive, même si les techniques chirurgicales urologiques ces dernières années sont passées au mini-invasif et se développent de jour en jour. Donc voilà, petite précision sur la notion de lithiase, la différence terminologique entre lithiase et calcul. Il faut bien distinguer ces deux termes. Donc le calcul, c'est l'objet qui obstrue la voie urinaire. La lithiase, c'est la maladie, d'où l'enjeu très important qui est de traiter d'abord le calcul et d'ensuite faire un bilan étiologique, nous allons le voir par la suite, afin de traiter la lithiase, la maladie, pour éviter la récidive de ce calcul. On retrouve l'adage classique qui nous a été enseigné, qui est le suivant: il ne suffit pas de traiter le calcul, il faut traiter la lithiase. Voilà. Donc, au sujet de notre question, pour aller plus dans le détail, on m'a demandé de faire un petit tour sur la prise en charge urologique de la lithiase urinaire. Il faut bien distinguer deux cadres différents, c'est-à-dire le cadre de l'urgence et la prise en charge ou bien le traitement à froid. Dans le cadre de l'urgence, on est plutôt dans une dérivation urinaire. Lorsque cette lithiase est obstructive, il faut absolument dériver les voies urinaires. On peut le faire soit par une montée de sonde double J ou bien par une néphrostomie. Il faut à tout prix dériver ces voies urinaires. Et pour ce qui est du sujet d'aujourd'hui à proprement parler, c'est le traitement urologique des calculs urinaires. Donc on distingue plusieurs options, plusieurs armes thérapeutiques sont disponibles. On a la thérapie médicale expulsive par l'usage d'alpha-bloquants, la lithotricie extracorporelle, la LEC, l'urétéroscopie, qu'elle soit souple ou semi-rigide. On utilise la semi-rigide dans l'urtère, la souple pour accéder aux cavités rénales, la NLPC qui est la néphrolithotomie percutanée, et enfin la chirurgie ouverte ou laparoscopique qui peuvent être regroupées dans le même cadre et dont la part est de plus en plus restreinte. Voilà, donc le traitement, les indications de ce traitement urologique dépendent de plusieurs critères. Dans ces critères, on a la taille, on a la localisation du calcul, sa densité en unité Hensfield, comme on l'a vu avec notre ami radiologue, mais aussi les caractéristiques des voies urinaires et les caractéristiques propres aux patients, ses morbidités. Donc la taille du calcul va jouer un rôle parce que sur le plan pratique, nos instruments urologiques pour fragmenter ce calcul, on va être limité par le temps. On a des impératifs de temps, on a 1h30 de durée opératoire. Donc par exemple, on ne pourra pas fragmenter par voie urétéroscopique les gros calculs supérieurs à 20 mm ou à 30 mm. On choisira plutôt une néphrolithotomie percutanée.
La localisation aussi a un rôle. On ne va pas prendre en charge de la même façon, on ne va pas choisir la même technique chirurgicale pour un calcul caliciel inférieur ou un caliciel supérieur ou bien un calcul pyélique. Et aussi les caractéristiques des voies urinaires. Et je me permets d'insister sur ce point. On a la classification de Sampaio qui a proposé, qui a fait toute une série de publications où il a montré les variations anatomiques des pelvis, des cavités rénales des différents patients. On voit bien sur l'image les différents types de cavités excrétrices qui peuvent être très différents et donner lieu à des angulations complètement différentes. Donc il faut bien, c'est très important d'avoir une cartographie de la voie urinaire à laquelle on va accéder pour bien planifier notre traitement. D'où l'intérêt, encore une fois, de l'uroscan qui nous a été montré par notre ami radiologue. On voit bien dans ces images, ces images scopiques, que l'urétéroscope a une déflexion maximale, c'est-à-dire la pointe, l'extrémité distale de notre instrument peut se pencher, peut se courber, mais à un certain niveau. Lorsque l'angle est trop important et trop fermé, on n'arrive pas à atteindre le calcul, d'où l'importance de bien étudier les caractéristiques de la voie urinaire sur le scanner ou bien l'uroscanner préopératoire. Pour aller plus dans le détail, dans les traitements urologiques, on va commencer par la thérapie médicale expulsive. Donc c'est un sujet qui a prêté à débat, qui prête toujours à débat. Donc ça consiste en la prescription d'un alpha-bloquant, une tamsulosine, une alfuzosin, pour provoquer l'expulsion d'un calcul urétéral. Donc à partir de quelle taille, quel est le cut-off en termes de taille pour donner cette thérapie et que choisir comme traitement? Qu'est-ce qu'on peut donner? Donc j'ai repris la dernière étude que j'ai trouvée, qui est une méta-analyse de la Cochrane, qui a regroupé 67 articles et plus de 10 000 patients. Les objectifs étaient d'évaluer le taux de clearance rénale ainsi que les effets majeurs de l'alpha-bloquant prescrit. Donc ils ont prescrit de l'alfuzosine, de la doxazosine et de la tamsulosine. Les conclusions ont été très claires, c'était significatif. On trouve une augmentation du taux de stone free ou bien de clearance du calcul pour les calculs inférieurs à 10 mm. Donc lorsqu'on a un calcul urétéral inférieur à 10 mm, on peut proposer une thérapie expulsive. Au-delà, ce n'est pas possible. Le taux d'échec est trop élevé. Quant à la modalité, au choix du traitement entre tamsulosine ou alfuzosine, il n'y a aucune supériorité. Déjà, c'est un traitement hors AMM et les sociétés savantes sont partagées sur le sujet. Par exemple, l'EAU, l'Association européenne d'urologie, ne se mouille pas, dit juste qu'il faut recommander un traitement alpha-bloquant pour ce genre de calcul et ne précise pas si c'est de la tamsulosine ou bien l'alfuzosine. À noter que le taux d'échec de cette thérapie médicale expulsive dépend aussi et en premier lieu de la localisation du calcul. Un calcul qui est bas situé au niveau de l'urtère pelvien aura plus tendance à tomber. Par contre, un calcul qui est sous-pyélique ne pourra pas tomber, ne pourra pas être expulsé du fait de la faiblesse des récepteurs au niveau de la partie proximale de l'urtère. Pour passer à la deuxième modalité thérapeutique, qui est la lithotricie extracorporelle, la LEC, qui consiste à fragmenter le calcul après l'avoir repéré par un générateur extracorporel. Donc on focalise des ondes ultrasonores, des ondes de choc sur ce calcul, qui vont provoquer la fragmentation de ce calcul par cavitation. Donc c'est une modalité thérapeutique qui se fait en ambulatoire, sous sédation. Parfois, on a recours à l'AG chez les enfants, par exemple, qui ne sont pas compliants et qui bougent carrément pendant la séance, qui ont le repérage difficile. Donc, cette modalité thérapeutique est de plus en plus, on a de moins en moins recours à cette méthode thérapeutique du fait de son efficacité qui est plus faible que les autres méthodes. Les indications sont un calcul qui est repérable déjà, échographiquement ou à la radiologie standard, et aussi une distance peau-calcul qui est faible. C'est-à-dire quand on a un patient obèse, qui a un gros panicule adipeux, qui a une graisse rétropéritonéale qui est épaisse, les ondes sonores auront du mal à arriver à atteindre le calcul et à le fragmenter. Il faut considérer cela dans l'indication thérapeutique. La principale contre-indication de cette technique est la grossesse. La grossesse et parfois les troubles de la crasse sanguine. La deuxième modalité thérapeutique que nous abordons, c'est l'urétéroscopie. L'urétéroscopie est très populaire chez les urologues, c'est un petit peu le gold standard. C'est un petit bijou technologique qui nous permet d'accéder au rein, au plus haut des cavités rénales, avec un urétéroscope
un très petit diamètre, il atteint 3 mm de diamètre. Donc il nous permet d'accéder au calcul, où qu'il soit, dans les limites de la déflexion de notre instrument. Il faut savoir que au préalable, avant d'accéder au calcul, on doit mettre en place ce qui s'appelle une gaine d'accès urétérale. C'est ce petit outil qui est là, donc on le place dans l'urétère. Ça permet de faciliter le passage vers le rein, d'une part, d'éviter de blesser l'urétère lorsqu'on enlève les fragments, lorsqu'on re-rentre avec notre instrument. Et d'autre part, et ce qui est la chose la plus importante, il permet de diminuer la pression pyélique lors de la fragmentation. Les indications de cette technique sont bien codifiées, c'est clairement établi que c'est une indication de choix pour les calculs inférieurs à 20 mm, quelle que soit la densité, vu l'évolution du laser de ce type d'énergie. La troisième modalité thérapeutique que nous évoquons, c'est la NLPC, la néphrolithotomie percutanée, qui est une modalité thérapeutique que nous pratiquons en Algérie. J'ai vu des remarques par rapport à ça lors des précédentes communications, mais on l'a fait en Algérie, c'est tout à fait disponible. Donc ça consiste à créer un tunnel entre la peau et la cavité excrétrice, et à travers ce tunnel, par le biais de ce tunnel, d'accéder au calcul au moyen d'un néphroscope. Donc le néphroscope, c'est un instrument rigide qui contient un optique et un canal opérateur permettant de fragmenter le calcul. Donc l'évolution de cette technique au fil des années a fait que la pénétration dans le rein, c'est une plaie en fait. On réalise une plaie rénale. Cette pénétration, on a diminué le charrière, la distance, l'épaisseur de ces néphroscopes ou bien de ces gaines d'Emplatz. Comme vous le voyez bien, on est passé d'une gaine de charrière 30 à des gaines de charrière 11. Donc c'est une très petite plaie rénale. On a diminué la morbidité de cette technique avec des efficacités qui sont équivalentes. Donc là, on ne parle plus de néphrolithotomie standard, de NLPC standard, mais de mini-NLPC ou de micro-NLPC. Encore une fois, les indications sont bien codifiées. Les contre-indications, c'est un petit peu les troubles hémorragiques, les patients morbides, parce qu'on va quand même blesser, perforer le rein. Pour ce qui est des indications, l'EAU est clair, l'Association européenne d'urologie, avec un niveau de preuve fort, elle indique cette technique pour les calculs supérieurs à 2 cm. Donc elle vient un petit peu compléter l'efficacité de l'urétéroscopie souple. Voilà. Concernant la dernière modalité thérapeutique, qui est l'abord laparoscopique ou bien la chirurgie ouverte, le docteur Sabri nous a parlé tout à l'heure d'une enquête qui a montré que c'était une technique très usitée dans notre pays. Donc c'est une technique qui s'adresse aux très volumineux calculs rénaux, de gros calculs, des calculs coralliformes qui sont inaccessibles aux autres techniques, même si l'apport de la NLPC, de la néphrolithotomie, en une fois ou en 2 fois en multiple stage, peut approcher ce genre de calcul, mais ça reste aussi indiqué lorsqu'il y a un syndrome malformatif associé. Par exemple, on a un syndrome de jonction compliqué de lithiase, on va ouvrir, on va traiter le syndrome de jonction et extraire la lithiase en même temps. C'est la toute petite place qui reste à la laparoscopie, à la chirurgie ouverte. D'ailleurs, pour ce qui est des recommandations de l'EAU, encore une fois avec un niveau de preuve fort, on nous demande de proposer cette technique uniquement si les autres techniques ne sont pas disponibles ou ne sont pas faisables. Ce qui réduit énormément la place de ce type de traitement. Quant à ce qui est du type d'énergie, donc on a parlé des différentes modalités thérapeutiques, de la LEC, de la NLPC, l'urétéroscopie, souple ou rigide. Dans toutes ces techniques, on va devoir utiliser une énergie, un certain type d'énergie pour fragmenter le calcul. Et ici, on a le choix. On a le choix entre différents types d'énergie. On peut utiliser l'énergie laser, c'est l'énergie la plus courante, la plus efficace, la meilleure en termes d'efficacité. On a 2 types de laser, on a le laser holmium et le laser thulium, donc c'est 2 types de laser. Les deux modalités ou bien les 2 types de laser sont disponibles en Algérie et qui ont une efficacité comparable, voire supérieure, vraiment supérieure aux 2 autres modalités. Donc les 2 autres modalités sont les ultrasons et le balistique. Les ultrasons, c'est des ondes ultrasonores qui vont venir au contact de ce calcul et le fragmenter à travers des ondes. Par contre, le balistique ou bien le pneumatique, c'est la même chose. C'est un petit peu un effet marteau-piqueur. Donc on va marteler avec une tige rigide qui va marteler le calcul jusqu'à le fragmenter
en plusieurs morceaux. Donc c'est une petite vidéo qui montre du bloc opératoire, on s'excuse pour la qualité, qui montre la modalité de fragmentation de calcul piélique, de multiples calculs piéliques, avec une fibre laser de type holmium. Donc on a envisagé ces différentes modalités. À présent, on a utilisé le terme fragmentation, mais en fait c'est un terme qui n'est pas très adapté. On devrait dire casser le calcul. Parce que la fragmentation, ça signifie fragmenter, casser le calcul en de gros morceaux. Donc notre stratégie opératoire doit se focaliser ou bien considérer le type de fragmentation qu'on veut faire. On peut soit réaliser une fragmentation, donc casser le calcul, la masse lithiasique en gros morceaux. Donc ici on a le risque de migration, le risque de calcul résiduel. On va devoir prendre ces calculs et les extraire avec des paniers, des passages répétés dans l'urtère qui peuvent provoquer des lésions. La deuxième modalité, c'est le dusting. Le dusting, ça signifie la vaporisation. Ça veut dire que dans les paramètres de notre énergie, on va augmenter la fréquence et l'intensité au point où le résultat de cette fragmentation, ça va être des petits morceaux tellement fins qui vont disparaître. Donc on ne va pas les voir. On va vaporiser ce calcul. C'est la modalité technique de choix pour nous, puisque notre objectif principal, c'est le stone free, ne laisser aucun fragment en place. Donc cette modalité, le dusting, c'est la meilleure attitude à avoir. Le petit effet négatif ou bien le désavantage de cette technique, c'est qu'on n'a pas de matériel à récupérer pour transmettre à l'étude spectrophotométrique. Tout à fait. C'est une petite limitation de la technique. La dernière modalité de fragmentation, en plus du dusting ou de la fragmentation proprement dite, c'est le popcorning. Popcorning, ça ressemble au popcorn, c'est l'effet popcorn. En fait, on va appliquer une énergie très élevée et une intensité très élevée dans un espace réduit, comme dans un calice par exemple. On va prendre notre calcul, on va le mettre dans un calice inférieur, et on va appliquer cette énergie. Résultat, on aura une fragmentation. Mais ces fragments, tellement la pression est importante, vont s'entrechoquer entre eux et vont diminuer les résultats de la fragmentation. Donc c'est un petit peu une fragmentation avec de plus petits fragments. Voilà, mais il faut noter que le dusting est la modalité de choix, la modalité préférée pour diminuer pour fragmenter le calcul et avoir du stone free. Voilà, nous avons passé en revue les différentes modalités thérapeutiques, abordé un petit peu les indications et les contre-indications. À présent, les sociétés savantes, les recommandations se rejoignent, elles se rejoignent un petit peu. On a les recommandations de l'Association française d'urologie, de l'Association américaine, mais on peut très bien prendre les recommandations de l'EAU, comme je l'ai fait ici, de celle qui date de 2022. On voit bien que c'est bien codifié, que c'est très clair. Par exemple, pour les calculs urétéraux, donc on retient le cutoff de 10 mm, au-delà de 10 mm. Donc que ce soit un urtère, un calcul proximal, on va proposer en première intention l'urétéroscopie. Et vous voyez bien que la LEC, SWL, ça veut dire LEC, c'est une modalité qui est toujours traitée en deuxième intention. Concernant les calculs rénaux, je ne sais pas si l'image est claire, elle est un petit peu petite. Donc les recommandations sont selon la taille, encore une fois, et de la localisation. Pour ce qui est des lithiases du pelvique, ou au niveau du pelvis rénal, calicielle moyenne ou calicielle supérieure, lorsqu'elles sont supérieures à 20 mm, la première modalité à proposer, c'est la NLPC. Lorsqu'il y a contre-indication, difficulté technique, on passe à l'urétéroscopie, ou bien à la LEC. Encore une fois, la LEC, c'est une modalité qui est un petit peu délaissée. Si la lithiase est inférieure à 10 mm, là, on pourra laisser la NLPC en deuxième intention et aller plutôt vers une urétéroscopie. Concernant les calculs polaires inférieurs, ou bien du calice inférieur, c'est une particularité. On va avoir tendance plutôt à d'abord évaluer la déflexion, l'angle infundibulo-aortique, comme nous l'avons infundibulo-caliciel, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Si cet angle nous permet une bonne déflexion avec notre urétéroscope, on va la chercher à l'urétéroscopie. Sinon, on passe à la LEC ou bien à la NLPC. Voilà, un petit mot sur les complications. Toutes les techniques que nous avons citées sont mini-invasives, à part la chirurgie ou bien le traitement endoscopique, mais il persiste encore des complications hémorragiques, métaboliques. La principale complication, c'est la complication infectieuse.
Donc j'ai voulu mettre ce petit papier, il est issu d'une collaboration internationale. Nous avons fait une méta-analyse, revu 243 articles, et nous avons retenu 39 essais randomisés bien conduits, qui ont évolué un petit peu les complications infectieuses du traitement endo-urologique, des différents traitements que nous venons citer. Donc on a utilisé plusieurs bras, on a comparé la NLPC, l'urétéroscopie, la mini-NLPC, mais aussi et surtout l'usage de gaines d'aspiration. Donc les gaines d'aspiration, c'est ce que nous avons vu précédemment. Les gaines, c'est cet objet. Donc c'est un objet que l'on place dans l'urtère ou bien à travers la peau si c'est une NLPC dans la cavité excrétrice et qui va servir à diminuer la pression intrarénale pendant la fragmentation. Et pour revenir à notre étude, on a vu que l'usage de ces gaines d'accès, de ces gaines à aspiration qui contiennent un système d'aspiration qui va diminuer la pression rénale, c'était le principal facteur qui nous permettait d'avoir des complications très faibles. Donc c'est encore une fois ici une évolution de notre traitement qui va devenir de plus en plus mini-invasif. Et le substratum de ces gaines à aspiration, c'est la pression pelvie. C'est la pression pelvie veineuse dont nous avons parlé tout à l'heure, longuement discuté avec le docteur Sabri. Donc la fragmentation dans des cavités excrétrices va créer une hyperpression dans ce pied long, dans ces calices. Cette hyperpression, lorsqu'elle va dépasser un certain seuil, va provoquer un reflux d'urine potentiellement infecté, un reflux veineux de ces urines, ce qui est le principal substratum anatomique, si je puis dire, ou bien physiopathologique, de l'infection, de la complication infectieuse de notre traitement. Donc il faut absolument essayer de diminuer ou bien de choisir notre technique, une technique chirurgicale qui va donner une pression intrarénale faible. Un petit mot pour finir, ou bien avant de finir, sur les fragments résiduels que nous avons évoqués tout à l'heure avec notre ami radiologue. Donc pour revenir à la définition, c'est des fragments supérieurs à 4 mm. Si c'est inférieur à 4 mm, on ne parle pas de fragments résiduels, on ne les évoque même pas. C'est des fragments supérieurs à 4 mm après un traitement endo-urologique et qui persistent en post-opératoire. Quelles sont les conséquences éventuelles, potentielles de ces fragments? D'abord, c'est la repousse. Ces petits fragments peuvent provoquer une cristallisation autour d'eux et devenir de plus ou moins gros calculs. La deuxième conséquence, c'est l'infection. Et la dernière, c'est la migration. Ces petits calculs, supérieurs à 4 mm, ils peuvent migrer dans la voie excrétrice, descendre dans l'urtère et provoquer des obstructions en post-opératoire. Ce ne sont pas tous ces fragments qui vont provoquer ces conséquences, d'où la controverse de cette question et le concept qui a été un petit peu créé, qu'on retrouve un petit peu dans la littérature, qui est le concept de fragments résiduels cliniquement significatifs. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas, on ne les évoque pas s'ils ne sont pas cliniquement significatifs. Ça veut dire que c'est un fragment qui est supérieur à 4 mm en post-opératoire, mais qui est à l'issue d'une symptomatologie, qu'elle soit infectieuse, douloureuse, due à une obstruction ou quoi que ce soit. Donc les différentes sociétés savantes en urologie, l'association américaine ou européenne, ont évoqué le sujet, ont traité la question, et ils recommandent la surveillance si ces fragments ne s'expriment pas cliniquement. Ils préconisent aussi la thérapie expulsive, l'usage d'alpha-bloquants pour essayer de les faire descendre, mais surtout, ils recommandent la prévention, c'est-à-dire, dans notre traitement endo-urologique, essayer absolument, le plus possible, d'être dans du stone-free. Ne laisser aucun fragment résiduel. Et on voit bien que la méthode qui peut nous permettre d'arriver à cet objectif ou de coller à ces recommandations, c'est bien la vaporisation. On va laisser aucun fragment en place, on va vaporiser notre calcul. Voilà pour ce qui est des fragments résiduels, de cette petite notion. Et pour conclure, on peut dire que les traitements endo-urologiques que nous venons de citer, l'urétéroscopie souple ou semi-rigide, la néphrolithotomie percutanée, qu'elle soit standard, mini ou micro, ou bien la LEC, sont des techniques mini-invasives, très peu morbides, avec un taux très élevé de stone-free et qui sont en nette amélioration avec le temps. Nous l'avons vu avec les gaines d'aspiration. Les complications infectieuses iatrogènes, c'est la principale préoccupation en post-opératoire, c'est la principale complication. Et nous avons compris, nous avons
dans la littérature, on a identifié les mécanismes physiopathologiques sous-jacents à ces complications infectieuses, ce qui nous a permis de développer des gains d'accès d'aspiration pour diminuer la morbidité de nos traitements endo-urologiques. Et je vous remercie.